Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Scandale Guerriot et Oudéa Castéra. La Macronie démasquée, tous corrompus. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la routine sur cette chaîne. J'aime remercier tous ceux qui me permettent de faire ce travail de réinformation en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Marc Godin, Antoine Nonime, Radar et Cathy. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Vous êtes formidables. Il faut continuer à lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis s'abonner bien évidemment. Allez, on va revenir sur de nombreuses informations que j'ai traitées dans mes derniers numéros. Je me suis fait un petit peu attraper par certains en m'expliquant que ce n'est pas parce qu'il pleuvait qu'il n'y avait pas de sécheresse. Il se trouve que Météo France est un juge de paix et elle vient de nous rendre le verdict. Ils attendaient la sécheresse, les 30 derniers jours passés ont été les plus pluvieux depuis que les données sont fiables, 1959 selon la chaîne Météo. Ah oui, bravo les champions. Il est vrai que c'est assez ironique de lire dans le Figaro ce genre de titre. La France a connu des pluies records sur 30 jours selon la chaîne Météo. Le précédent record de précipitations en 30 jours remonte à l'année 1988. Ces pluies exceptionnelles s'ajoutent à une sécheresse inhabituelle en début d'année. Mais voilà, des pluies et des sécheresses, ce sont des phénomènes qui ont été prédits par l'Organisation mondiale de météorologie. Mais il fallait absolument pour les politiques être dans le réchauffement climatique pour suivre leur fameux agenda. Ils ont donc tué ces fameuses inondations, ces fameuses pluies exceptionnelles. Et voilà, ils ont été rattrapés par le principe de réalité. Ah, il y aura peut-être un impôt eau, mais ce ne sera pas un impôt sécheresse, ça sera un impôt pour écoper. Nous allons maintenant passer aux fameuses rencontres de Saint-Denis. Cela m'a valu de très nombreux commentaires désagréables. Pour aboutir à quoi ces rencontres de Saint-Denis ? Eh bien, encore une fois, Emmanuel Macron a trompé Bardella. Rencontre de Saint-Denis, un référendum sur l'immigration n'est plus à l'ordre du jour. Macron, l'art de l'enfumage. Et dire que certains croient négocier avec ce serpent. Et ce qu'il y a de remarquable sur ces rencontres de Saint-Denis, c'est que la presse communique, à l'économie pour une raison simple, c'est un véritable échec dans la mesure qu'il manquait 3 parties importantes de l'opposition, entre guillemets. Emmanuel Macron est de plus en plus isolé. Quant au Rassemblement national, il a compris un peu tard qu'il avait commis une grave erreur. D'autant que nous sommes dans un contexte très particulier puisque tous les jours, il y a un scandale XXL contre la Macronie. Je vous en avais parlé dès vendredi de ce Joël Guerriot. Le sénateur Guerriot, le soutien de Macron, est placé en garde à vue. Il a tenté de droguer une députée en vue de l'abuser. Après Duhamel, Bigorne, Pellerin, Haddad. Alors vous avez été quelques-uns à me dire il faudrait rappeler tous ces scandales, c'est ce que je vais faire. Mais on a appris des choses assez intéressantes sur ce sénateur Guerriot. Un dépistage a été effectué sur le sénateur Joël Guerriot, accusé d'avoir drogué une collègue. Des traces de cocaïne, d'amphétamine, de méthadone, de MDMA, de cannabis ont été retrouvées dans son organisme. Sur une boucle WhatsApp, il est surnommé le teufeur du 44. Mais qu'est-ce que c'est que ce teufeur du 44 ? Eh bien, j'ai retrouvé la piste de ce teufeur du 44 sur les réseaux sociaux. D'après ce que j'ai compris, il a l'air d'être un organisateur de rave party très habitué aux produits illicites. Il est breton, il aime bien la farine dans les crêpes et puis de la farine très très spéciale. Comment se fait-il qu'un sénateur de la République, un sénateur du groupe de la Macronie, puisse adopter ce type de surnom ? Est-ce que vous ne trouvez pas que cela en dit beaucoup sur ce Joël Guerriot ? Et que dire de la défense de son avocat ? Avec un tel avocat, on n'a plus besoin de procureur. Il explique en effet à BFM TV que Joël Guerriot n'a jamais consommé. Non, c'est un autre sénateur du groupe macroniste qui lui aurait donné ce produit interdit et qu'un jour, comme cela, il a décidé de l'utiliser. Est-ce qu'ils ne nous prennent pas pour des imbéciles, les macronistes ? Si vous voulez entendre la défense absolument comique de cet avocat, n'hésitez pas, elle est dans ma description.
Et ce qui est fort étrange, c'est que cet avocat reprend plus ou moins la défense d'un autre élu de la Macronie, Emmanuel Pellerin. Souvenons-nous, j'en avais parlé, accusé d'avoir consommé de la drogue au sein de l'hémicycle, au sein de l'Assemblée nationale. Le député Emmanuel Pellerin annonce son retrait du groupe et du parti Renaissance. Le parti d'Emmanuel Macron avait fait savoir plus tôt qu'il examinerait l'exclusion du député lors de son bureau exécutif qui doit se réunir lundi. Nous étions le 26 janvier 2023 et l'affaire a eu lieu plus exactement, sa consommation de stupéfiants après l'élection d'Emmanuel Macron en 2022. Or, Emmanuel Pellerin nous avait expliqué que c'était à une soirée Renaissance pour fêter la victoire d'Emmanuel Macron et que manifestement, ce genre de produit traînait un petit peu partout. Mais que se passe-t-il chez les macronistes? Est-ce que nous avons affaire à une génération tout simplement de camés? Parce que les affaires s'ajoutent les unes aux autres et des gens qui essaient d'utiliser la drogue pour obtenir des fins. Souvenons-nous encore l'affaire Laurent Bigorgne, qui est l'influent économiste accusé d'avoir drogué une collaboratrice, comme Joël Guerriau. Laurent Bigorgne, en ex-patron de l'Institut Montaigne, homme de réseau proche d'Emmanuel Macron, a écopé d'une peine de 18 mois de prison avec sursis lors de son procès au tribunal de Paris pour avoir drogué une proche, qui était quand même sa belle-sœur. Il avoue, Laurent Bigorgne, qu'il est sous addiction et qu'il n'hésite pas à consommer plus de 4 grammes de farine par jour. C'est un homme très puissant puisqu'il était président de l'Institut Montaigne, un think tank libéral qui est absolument nécessaire lorsque vous voulez être élu président de la République parce que vous retrouvez à l'intérieur de think tank des patrons, des journalistes, etc. C'était un homme puissant qui a permis l'élection d'Emmanuel Macron avec un autre compère dont je vous ai souvent parlé, Olivier Duhamel. Olivier Duhamel, le puissant patron du siècle, qui était aussi au board de Sciences Po, l'ami du couple Macron. Le parquet de Paris a classé sans suite l'enquête ouverte, pour abus sur mineur. L'ancien eurodéputé socialiste avait reconnu avoir abusé de son beau-fils, âgé de 13 ans au moment des faits. Le beau-fils en question est le fils de Bernard Kouchner et de la femme avec qui il était, Pizier. Alors, ces deux hommes, comme on l'a souvent dit, c'était les deux piliers de l'élection en 2017 d'Emmanuel Macron. Laurent Bigorgne, que vous voyez sur la gauche, et Olivier Duhamel. Et qu'est-ce qu'ils écrivent, ces deux lascars? Un livre à la gloire de leur idole, Emmanuel Macron. On va s'attarder une seconde sur Olivier Duhamel. Je vais revenir sur ce personnage parce qu'il est clé dans l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Olivier Duhamel, donc, était le puissant patron du siècle, le club de l'élite qui réunit les chefs d'entreprise, les grands patrons de presse, les journalistes. Et c'est dans ce club que s'élaborent les unes. C'est là où on dit c'est politiquement correct, ce n'est pas politiquement correct. Vous comprenez mieux dans ces conditions pourquoi toute la presse a été aux ordres d'Emmanuel Macron pour son élection de 2017. Eh bien, ce patron du siècle, Olivier Duhamel, était le mari, je vous l'ai dit il y a un instant, d'Evelyne Pizier. Evelyne Pizier, elle est connue pour avoir été la maîtresse de Fidel Castro. Elle a eu 2 enfants avec Bernard Kouchner, dont l'un, Victor, a été abusé par Olivier Duhamel. Mais si vous entendez Evelyne Pizier, vous entendez aussi sa sœur, le nom de sa sœur, Marie-France Pizier, que l'on voit à côté de Jean-Paul Belmondo, qui nous avait ravis dans L'As des As, par exemple. Eh bien, Marie-France Pizier est morte dans des circonstances assez étranges. Marie-France Pizier était retrouvée au fond de sa piscine le 24 avril 2011 par son mari. Il y a bien eu une piste qui a été avancée, mais le mystère plane toujours autour de son décès. Serait-il lié à l'affaire Duhamel? En tous les cas, sa nièce Camille Kouchner a révélé la culpabilité d'Olivier Duhamel dans le fameux livre La Familla Grande. Et elle rapporte à l'intérieur qu'elle avait eu de très nombreuses discussions avec sa tante, donc Marie-France Pizier, et que celle-ci, outrée, scandalisée, avait décidé la première de révéler l'affaire. Et on la retrouve morte, noyée, au fond de sa piscine à Saint-Cyr-sur-Mer, à l'âge de 66 ans. Sa tête et ses épaules étaient coincées dans une chaise en fer.
Il me semble qu'il y a bien des éléments à travailler, mais la police n'exclut pas la thèse de l'accident, comme nous le disait le sketch des Inconnus. Alors, quand on met bout à bout tous ces scandales et qu'arrive l'affaire Joël Guerriau, eh bien, on peut peut-être dire qu'en effet, les macronistes sont choisis sur un certain pédigré. On les voit toujours en liaison avec des produits interdits et ils ont tous des mœurs, comment dirais-je, peu acceptables. Et vous savez, ce qui me fait le plus rager, c'est la complicité des médias avec ces hommes politiques. Il faut savoir qu'ils partagent les mêmes soirées, ils vont dans les mêmes restaurants, ils savent tout sur tout, et puis il y a toujours un conseiller un petit peu énervé qui va rapporter que X ou Y fait telle chose. Et que font-ils? Ils se taisent, ils sont complices. Pensez que dans l'affaire Olivier Duhamel, tout le monde savait, tout Paris savait. Et vous n'avez rien appris avant que Camille Kouchner, très courageusement, révèle l'affaire dans son livre. Alors, quand ils n'ont pas des problèmes d'addiction ou de mœurs, ils ont des problèmes de corruption. Voyons ce qui arrive à Amélie Oudéa-Castéra. Elle admet une erreur après son audition par une commission d'enquête parlementaire. Elle admet une erreur. Voyons de plus près cette erreur. Le salaire d'Oudéa-Castéra à la Fédération française de tennis tourne au scandale. Devant la commission d'enquête parlementaire, la ministre des Sports a avoué avant-hier s'être octroyé le salaire mirobolant de 500 000 € par an quand elle dirigeait la Fédération française de tennis juste avant d'être nommée ministre. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Alors qu'elle a affirmé sous serment devant les parlementaires que la Fédération française de tennis ne touchait pas un sou d'argent public, elle vient elle-même d'avouer le lendemain de son audition que c'était faux. L'État, via l'Agence nationale du sport, a versé une subvention de 1 280 600 € à la Fédération française de tennis en 2022, soit 431 000 € de plus qu'en 2021. Autrement dit, et même si elle s'en défend en prétextant que l'argent des contribuables aurait servi à des actions bien ciblées, comme s'il n'y avait aucune fongibilité entre les lignes budgétaires, la vérité oblige à dire que son seul salaire, additionné des cotisations sociales, a sans doute siphonné 70 à 80% de la subvention publique, et que la hausse de 2022 a servi à payer la hausse vertigineuse de salaire qu'elle s'était octroyée par rapport à son prédécesseur. Dès lors, qu'il y a des fonds publics qui ont été dépensés et qu'elle a commis une erreur en le niant lors de son audition parlementaire, la ministre des Sports risque maintenant des poursuites judiciaires. La hausse de son salaire de directrice de la Fédération française de tennis est susceptible d'être requalifiée de détournement de fonds publics. Et son erreur devant la commission parlementaire est susceptible d'être requalifiée, ni plus ni moins, de parjure. Vous n'avez pas l'impression d'avoir lu 100 fois cet article, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un macroniste est attrapé les deux doigts dans la confiture, il nous explique « Oh, excusez-moi, j'ai fait une erreur, je ne savais pas ». Cette erreur s'appelle détournement d'argent public, corruption, etc. J'ai envie de poser ma question très célèbre, mais de qui se moque-t-il ? D'autant que l'actualité nous fournit 3 exemples de ce genre de phénomène. Pensez à Anne Hidalgo qui nous explique « Mais non, il n'y a pas d'erreur, elle finance ses vacances à Tahiti pour aller voir sa fille. Elle finance son voyage avec l'argent du contribuable d'une hauteur de 60 000 € et elle nous dit « Mais pas du tout, tout va très bien, madame la marquise, vous connaissez la chanson. » Pensez par exemple à Marlène Schiappa. Elle a détourné l'argent du fonds Samuel Paty, qui était censé lutter contre la radicalisation. Elle a utilisé cet argent pour financer des barbousses qui attaquaient les résistants contre la politique de la pandémie d'Emmanuel Macron. Lorsqu'elle a été auditionnée, elle ne se souvenait plus. Non, elle n'était pas responsable. Circuler, il n'y a rien à voir. Et puis, il y a une personne dont on ne parle jamais, qui dépense beaucoup d'argent public et qui n'a pas le statut qu'elle prétend avoir. Je pense à Brigitte Macron. Brigitte Macron, c'est près de 865 € par jour pour le contribuable. Or, il n'existe pas de rôle de la première dame. Autrement dit, elle s'est octroyé un rôle qui n'est pas constitutionnel. Et à toutes ces dépenses, il faudrait ajouter la piscine du fort de Brégançon. Vous vous en souvenez officiellement, la raison de la piscine, c'est pour faire des économies. Et oui, Emmanuel Macron, lorsqu'il va sur la plage, cela coûte 60 000 € de l'heure. Donc une piscine, cela fait faire des économies aux Français.
Oui, mais Emmanuel Macron, non seulement il a la piscine, mais il va faire des heures de jet ski depuis 6 ans. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Et je laisse de côté tous les saccages de l'Élysée, des travaux à l'intérieur qui sont d'une laideur incroyable, mais qui ont coûté, encore une fois, un pognon de dingue. Est-ce que la presse s'empare de ces scandales? Certainement pas, et vous connaissez la raison. On revient à Olivier Duhamel et le club du siècle. Alors le narratif est obligé d'évoluer. Lorsque vous avez tous ces tocards autour d'Emmanuel Macron, il faut les justifier. C'est ce qui s'est passé à quelle époque avec Alain Minc. Emmanuel Macron n'aime s'entourer que de médiocres, car il ne faut qu'il y ait qu'un seul soleil dans la pièce, le maître des horloges, Jupiter, le Mozart de la finance. Toutes ces périphrases, nous les avons détruites au fil des entretiens et nous avons montré que c'était des inventions de communicants qui nous ont vendu le produit Emmanuel Macron, ou Brigitte Macron, voire mon dernier entretien, comme un paquet de lessive, mais qu'il n'y a pas de fondement de réalité derrière ces périphrases. Et lorsqu'on regarde qui entoure Emmanuel Macron, et mon numéro en est une belle illustration, vous avez des gens qui ont des problèmes d'addiction, qui ont des problèmes de mœurs et qui sont corrompus. Ce qu'Alain Minc appelle pudiquement des médiocres. Non, ce ne sont pas des médiocres. Dans un langage plus fleuri, on appelle cela des pourris. Et Emmanuel Macron ne les prend pas pour être supérieur à eux, il les prend parce qu'ils sont nécessaires à la politique de destruction de la France. Et puis, on va dire les choses telles qu'elles sont, Emmanuel Macron prend des gens qui lui ressemblent. Un point, c'est tout. Et on comprend donc, dans ces conditions, qu'Alain Minc essaie de changer le narratif pour sauver le soldat Emmanuel Macron. Mais qui peut croire encore les fariboles d'Alain Minc? Allez, on va fêter un anniversaire. Des centaines de gilets jaunes ont défilé à Paris pour leur 5e anniversaire. 450 personnes, selon la préfecture de police, ont manifesté sous la pluie ce samedi derrière diverses pancartes, dont une exigeant la destitution d'Emmanuel Macron. Vous pensez réellement qu'il n'y avait que 450 personnes, comme l'affirme la préfecture de police? Ah, je n'y étais pas, je n'ai pas compté les manifestants, mais lorsque l'on regarde les images des défilés, il me semble que la manifestation était quand même assez étoffée. Et comme l'affirment ceux qui ont défilé, finalement c'est un beau cortège qui a défilé dans les rues de Paris cet après-midi pour le 5e anniversaire des Gilets jaunes. La flamme est toujours là. Ils essaient de mentir sur les chiffres de la contestation, ils mentent sur les chiffres de l'INSEE, ils mentent surtout, comme je vous le montre, à travers mes entretiens. Et puis, ils aiment détruire ce qui faisait la fierté de notre pays. Pour les Jeux Olympiques, ils sont en train d'enlever les boîtes des bouquinistes. Paris 2024, des bouquinistes consternés assistent à l'enlèvement de leurs boîtes. Ils auront réussi à venir à bout de toute la grâce, de toute l'âme de Paris, comme ils viennent à bout de l'âme de la France par idéologie déconnectée. Et dans nos provinces, ce sont nos églises qui sont attaquées, pillage et saccage de la cathédrale de Rouen. Silence sidéral des médias. Il paraît qu'il ne s'agirait pas d'un acte de christianophobie. Ah bien, il s'agit d'une énième attaque immonde de la barbarie et de l'ignorance. Prenons maintenant un petit peu de hauteur par rapport à tout ce que je vous ai présenté dans ce journal. Si on additionne la corruption de notre classe politique, les manifestations des Gilets jaunes, l'effacement de notre culture, on trouve des points communs, en tout cas au niveau de la responsabilité. Que dis-je? Il y a un seul point commun, l'Union européenne. Oui, c'est l'Union européenne qui finance toute cette classe politique corrompue. Il faut des réseaux particuliers pour défendre la politique européenne. C'est l'Union européenne qui a mené cette politique de libre-échange, qui a eu pour conséquence de détruire notre tissu industriel. L'Union européenne veut la destruction de nos services publics. La conséquence, eh bien, les Gilets jaunes l'ont constaté chaque mois, c'est un appauvrissement généralisé. Et que dire de la politique de l'Union européenne pour nous surveiller parce qu'ils veulent conserver leur poste au détriment évidemment de nos droits les plus fondamentaux. Il faut donc sortir de cet engrenage. Et comment sortir de cet engrenage? Eh bien, il va falloir peut-être s'unir. Quand je vois l'état de délabrement de notre cher pays, je ne peux qu'être triste et en colère que les souverainistes gaullistes ne trouvent pas un accord pour créer la seule force politique qui nous permettra de nous en sortir. Sans souveraineté nationale et populaire, le pays s'enfoncera sans fin dans le chaos.
Voilà, et il faut absolument cesser les querelles stériles d'opposition contrôlée et autres noms d'oiseaux un peu puérils qui font tant de mal aux différents courants patriotes. Non, ce qu'il faut chercher, c'est l'union, et c'est une union comme le voulait le général de Gaulle pour sauver notre pays. Allez, sans transition, nous allons passer à l'international avec le Proche-Orient. Biden lance un appel à réunifier Gaza et la Cisjordanie sous une autorité palestinienne revitalisée. Le président américain Joe Biden a appelé samedi à une future réunification de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sous une autorité palestinienne revitalisée dans une tribune publiée par le quotidien Washington Post. Gaza et la Cisjordanie doivent être réunifiés sous une même structure de gouvernance, à terme sous une autorité palestinienne revitalisée, une fois le Hamas chassé du territoire palestinien qu'il gouverne depuis 2007 à la suite de l'opération militaire israélienne en cours, écrit Joe Biden. Pour mémoire, il faut se souvenir que le président Vladimir Poutine avait proposé la création d'un État palestinien, qu'il avait été suivi par la communauté internationale majoritairement, mais que les États-Unis avaient bloqué cette initiative. Et aujourd'hui, après 7 semaines de conflit, après toutes les horreurs que nous avons vues, après tous les crimes qui ont été commis, le président Biden a changé son fusil d'épaule. Mais pour quelle raison ? Dans ces entretiens, je vous avais expliqué que c'était l'opinion américaine qui allait peut-être changer la politique américaine. Eh bien, c'est fait. Majoritairement, les Américains, très majoritairement même, sont contre l'occupation de l'armée israélienne à Gaza et encore plus de ce qui se passe en Cisjordanie. Et puis, je vous ai présenté cette révolte des hauts fonctionnaires américains qui ont exigé, dans une certaine mesure, un changement de la politique américaine. Joe Biden a été bien obligé d'obtempérer. Mais que de temps perdu, que d'atrocités. On espère maintenant qu'il y ait, comment dirais-je, des hommes de bonne volonté en Israël pour cesser ces horreurs, parce que c'est véritablement insoutenable. Nous allons maintenant nous rendre en Espagne. 170 000 Espagnols manifestent à Madrid contre l'amnistie des séparatistes catalans. La future loi d'amnistie des dirigeants et militants séparatistes catalans promise par la gauche lors des dernières élections suscite un vaste courant de mécontentement en Espagne. Il se susurre qu'il y aurait des dissidents au sein du Parti socialiste espagnol qui ne voteraient pas cette loi d'amnistie. Une affaire donc à suivre. Aux États-Unis, nous avons appris que ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier, eh bien, le dossier allait être réouvert. Déclaration de Donald Trump sur Truth Social. Le FBI a tellement eu d'informateurs payés au Capitole le 6 janvier 2021 qu'il a perdu le compte du nombre et a dû effectuer un audit ultérieur pour déterminer exactement combien de sources humaines confidentielles dirigées par différents bureaux du FBI étaient présentes ce jour-là, a déclaré un ancien directeur adjoint du bureau devant des législateurs. Au moins un informateur était en communication avec son agent du FBI lorsqu'il est entré dans le Capitole, selon Stephen D'Antuono, anciennement responsable du bureau du FBI à Washington, selon le New York Post. Oui, ils vont réouvrir le dossier et manifestement, les démocrates commencent à trembler. On va finir par cette bonne nouvelle. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt. Au revoir.